Engin Temel était un Turc de 24 ans, ancien mannequin, qui est devenu un homme d'affaires prospère à Istanbul. Mais qui, de façon inattendue, même devant des caméras de sécurité, a vu sa vie interrompue lors de l'un des crimes les plus mystérieux jamais survenus en Turquie. Ceci est un scénario adapté de la chaîne Gisèle Yudis, dédiée aux affaires survenues surtout en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, impliquant même des crimes d'honneur. Donc pour ceux qui aiment ce genre de contenu, je vous invite à découvrir sa chaîne. Le lien est dans la description. Les messages sont passés. Abordons l'affaire d'aujourd'hui. Engin Temel est né le 2 juillet 1984 en Turquie. Son père était professeur de mathématiques dans une université, sa mère était employée de banque et il avait aussi un frère cadet. À l'époque de l'école, Engin a toujours été un élève assidu, et les matières qu'il préférait étaient l'informatique et l'anglais. Le fait de devenir bilingue l'a beaucoup aidé dans sa future carrière professionnelle. En plus d'étudier, il aimait aussi beaucoup apprendre. Il jouait très bien au basket et il est même devenu le capitaine de l'équipe de l'école, menant son équipe à remporter quelques titres sous sa direction. La famille savait une situation financière stable, donc ils ont toujours donné tout ce dont les enfants avaient un besoin et parfois même plus. Après qu'Engin ait eu 18 ans par exemple, ils lui ont offert une voiture en cadeau. Les deux enfants du couple étaient très dévoués à leurs propres activités et même s'ils venaient d'une famille aisée, ils méritaient tout ce qu'ils recevaient. En 2004, lorsque Engin avait entre 19 et 20 ans, il a réussi à être admis dans une université à Istanbul pour étudier l'ingénierie aéronautique. Pendant cette période, ses parents voulaient le payer tous les frais afin qu'il puisse se concentrer uniquement sur ses études. Mais comme Engin a toujours été un jeune homme très travailleur, il a préféré chercher son indépendance. Dès son arrivée à Istanbul, il a cherché un emploi, a fait quelques petits boulots comme mannequin, mais peu de temps après, il a fini par trouver un poste de barman, dans une boîte LGBT de la ville. L'endroit s'appelle Love. Il existe encore aujourd'hui et, en fait, il a toujours été un lieu également fréquenté par des personnes de la haute société. Engin était très bon dans ce qu'il faisait, il était dévoué, attentionné, poli, il avait une énergie différente et beaucoup disaient qu'il apportait de la lumière à l'endroit. Il était toujours joyeux, souriant, il se liait facilement d'amitié. Et, avec le temps, il est devenu tellement connu qu'il a commencé à attirer un public plus large dans l'endroit, qui voulait absolument aller à la Love pour prendre des photos et danser avec lui. Engin étudiait pendant la journée et travaillait la nuit, surtout les week-ends, et en raison de son sens des responsabilités sociales, il ne buvait pas, ne fumait pas et, encore moins, ne consommait de drogues illicites. En plus de se consacrer à ses études et à son travail, Engin prenait aussi soin de son corps. Pendant son temps libre, il allait à la salle de sport, jouait au football avec quelques amis et faisait toujours attention à son alimentation. Parce que, travaillant la nuit avec des jours de repos alternés et un sommeil un peu irrégulier, il avait besoin d'une manière ou d'une autre de maintenir une habitude saine. Après pratiquement 2 ans à travailler chez Love, ensuite, il est devenu un des plus grands magasins. Au fil des années, il est aussi devenu l'un des associés. Peu de temps après, il est devenu associé dans un salon de beauté et dans un magasin de CD. Mais dans ces deux affaires, il n'est pas resté longtemps vendant ses parts. Peu après. Car il a compris qu'il serait préférable pour lui d'être associé à des entreprises où il pourrait suivre de près l'activité. Il a réinvesti l'argent dans 2 boîtes de nuit qui avaient invité le protagoniste à devenir associé. Parce que les propriétaires de ces établissements connaissaient le succès qu'Engin avait dans la région. On dit qu'à la Love, il avait 10% de participation dans la 2e boîte de nuit, appelée Andon Bar, il avait 17%, et dans la 3e, il avait une petite participation. On ignore le nom de la boîte et le pourcentage, mais il était associé dans 3 établissements au total. Un fait intéressant est que, pendant que ces changements dans sa vie se produisaient, à un certain moment,
Engin a discuté avec ses parents de la possibilité de mettre l'université en pause pendant un certain temps pour se consacrer aux affaires. Parce qu'il traversait une période très lucrative et ses parents ont dit que c'était d'accord, et je dis que c'est un fait intéressant, parce qu'il était déjà adulte, totalement indépendant, mais il avait encore du respect pour ses parents, gardant toujours le contact avec eux, demandant leur avis. C'est quelque chose de très beau à voir. Le père d'Engin est même allé à Istanbul. Parfois, il allait en boîte LGBT où son fils était associé. Il voyait à quel point il était apprécié par beaucoup et il était toujours fier de voir tout le succès que son fils avait. Engin était un homme très beau physiquement. Il avait de la beauté, il était populaire, poli, et il y avait de nombreuses raisons qui attiraient l'attention des gens autour de lui. Et lui, qui n'était pas idiot du tout, savait très bien profiter de tout cela à son avantage. Il était un vrai séducteur. Certaines sources disent qu'il sortait avec tout le monde, sans préciser si ce « tout le monde » signifiait seulement des femmes, laissant entendre qu'il avait aussi des relations avec des hommes. Rien n'a jamais été confirmé. Ce que l'on sait, c'est que les femmes se disputaient vraiment parfois à cause de lui, comme une fois où 2 se sont battus dans des toilettes à cause d'Engin. Ce qui était pure stupidité et perte de temps de leur part, car au final, les 2 ont été expulsés de la boîte de nuit. Il est resté et très probablement, il n'est pas rentré chez lui seul. En 2008, à l'âge de 23 ans, Engin a traversé un moment tragique dans sa vie, qu'il a fini par confier à quelques amis. Qu'il se sent même en partie coupable de ce qui s'est passé, mais ce qui est arrivé était vraiment une fatalité. Il n'a vraiment rien à voir avec ça. Le 8 février, il a organisé une fête pour une amie appelée Azal Muezinoglu, qui était mannequin. Très connue en Turquie pour avoir été Miss Turquie 2004. L'organisation de cette fête n'était pas seulement due au fait qu'il soit promoteur, puisqu'il organisait aussi des fêtes et des événements de temps en temps. Mais parce qu'elle était l'une de ses amies proches, certains disent qu'ils étaient amis avec des avantages. Un fait curieux était qu'à cette fête, Azal a voulu y aller habillée en mariée simplement parce que son rêve était de se marier un jour. Mais ni elle ni personne n'aurait pu imaginer que ce jour-là serait la première et la dernière fois qu'elle porterait une robe de mariée. À la fin de la fête, elle a pris un covoiturage avec un cousin, qui était aussi avec un autre ami dans la voiture. Malheureusement, sur le chemin du retour, ce cousin a perdu le contrôle de la voiture et a percuté un poteau. L'accident n'était pas si grave, rien de terrible, mais par malchance, les 3 ont été électrocutés par les fils qui sont tombés sur la voiture et tous sont décédés sur place. Tout cela a été comme un cauchemar dans la vie d'Engin Temel qui, comme je l'ai dit, s'est senti en partie coupable, simplement parce qu'il avait organisé la fête. Mais c'est un sentiment inoubliable, compréhensible, disons-le ainsi, mais erroné venant de quelqu'un qui aime et qui ne s'attend pas à perdre un ami aussi proche, dans une situation aussi inattendue que celle-ci. Le choc a été immense, la vie devait continuer. Mais malheureusement, il ne pouvait pas non plus imaginer que cette année 2008 serait sa dernière année de vie. Le 9 décembre 2008, à l'âge de 24 ans, Engin Temel est allé travailler normalement et a terminé son service à 6h du matin. Ce jour-là, il pleuvait beaucoup, alors il a décidé de raccompagner 3 amis et sa petite amie de l'époque. En fait, il devait ramener l'un de ses amis chez lui, emmener un ami avec qui il partageait dans son appartement, un autre ami qui dormirait chez eux pour partir le lendemain matin, et sa petite amie qui passerait la nuit avec Engin Temel. Donc, sur le chemin du retour, il dépose le premier ami chez lui et se dirige vers son appartement. Ce jour-là, il pleuvait fort, alors Engin Temel a garé la voiture devant l'immeuble. Les 2 amis et la petite amie sont descendus pour ne pas se mouiller et il est allé garer la voiture. Comme l'un d'eux avait la clé, ils sont montés à l'appartement pour attendre Engin Temel à l'intérieur. À ce moment-là, environ 3 minutes plus tard, Engin Temel revient en courant sous la pluie. Mais dès qu'il entre dans l'immeuble, 2 personnes qui étaient cachées, armées, lui tirent d'un simplement dessus. Une balle l'a touché à la poitrine et une autre à la tête. Après cela, les 2 s'enfuient des lieux. Les amis et la petite amie ont entendu le bruit des coups de feu et sont descendus pour voir ce qui s'était passé à l'intérieur de l'immeuble.
Un autre monsieur qui travaillait a aussi entendu les coups de feu et est allé jusqu'au portail pour vérifier ce qui s'était passé. Tous ont essayé de secourir Engin Temel, ils ont appelé l'ambulance qui est arrivée rapidement sur place, mais malheureusement, il était déjà trop tard. Engin Temel était décédé sur les lieux. La police a commencé à enquêter sur l'affaire et, bien que de nombreuses personnes aient entendu les coups de feu, aucune d'entre elles n'a vu qui étaient tant les criminels. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu d'approche, rien, il était évident qu'il s'agissait d'une exécution. Enguin vivait dans cet appartement depuis seulement 3 mois, donc celui qui a planifié le crime pourrait être quelqu'un de proche, car cette adresse n'était connue que de quelques amis. Il existait aussi la possibilité que les criminels n'ayant pas eu l'information de l'adresse et l'aient suivi ce soir-là. Parce que la petite amie d'Enguin a soupçonné qu'après qu'ils aient quitté la boîte de nuit, ils ont commencé à être suivis par une BMW. La police a vérifié les caméras de sécurité et a réussi à trouver la voiture d'Engin Temel, se rendant chez lui, effectivement suivi par une BMW. Mais comme les images étaient de très mauvaise qualité, il a été impossible d'identifier la plaque de la voiture et encore moins de savoir qui conduisait. En regardant les caméras de sécurité, la police a remarqué que, même si l'immeuble d'Engin n'avait pas de caméra, il y en avait une juste en face du bâtiment. Et celle-ci a enregistré tous les mouvements qui se sont produits à l'extérieur de la zone du crime. Tout d'abord, on peut voir, dans le coin de l'image, que 2 personnes entrent dans le bâtiment, portant des capuches. Ils marchent un peu la tête baissée, ce qui laisse entendre qu'ils pensaient qu'il y avait des caméras de sécurité autour. Après seulement 15 secondes, la voiture d'Engin Temel arrive, il s'arrête, sa petite amie et les 2 amis descendent de la voiture et tous entrent dans le bâtiment. Les 3 ont déclaré à la police que, lorsqu'ils sont entrés, ils n'ont vu personne, même si les suspects étaient entrés sur les lieux quelques secondes auparavant. Cependant, il y a une explication à cela, car l'immeuble avait également des étages en sous-sol. Donc ces 2 personnes pouvaient être cachées dans un passage qui n'était pas l'accès à l'appartement. Juste au-dessus, après 3 minutes, Engin Temel apparaît en courant pour entrer dans l'immeuble. Quelques secondes plus tard, les coups de feu retentissent et les 2 criminels sont vus en train de fuir les lieux. Quelques minutes plus tard, la police arrive et la petite amie d'Engin sort de l'immeuble et traverse la rue pour demander de l'aide aux voisins. Elle a fait cette demande après avoir appelé l'ambulance, car elle a dit qu'elle ne pouvait pas attendre. Certains de ses voisins sont même descendus, mais comme je l'ai dit, rien n'a pu être fait, car Engin Temel était déjà sans vie. Une autre chose importante découverte lors de l'enquête a été un message envoyé sur son téléphone le soir du crime, peu de temps avant qu'il ne quitte la boîte de nuit. Le message disait « Ne rentre pas chez toi, ils vont te tirer dessus ». Mais ce message était dans la boîte de réception, comme non lu. En dehors de cela, dès les premiers jours de l'enquête, les propres amis d'Engin Temel, pas 1, ni 2, ni 3, mais plusieurs, ils ont dit que la police résoudrait rapidement l'affaire, parce que tout le monde savait qui avait fait ça, cependant, publiquement, personne n'en a parlé. Par exemple, l'un de ses amis a donné une interview à une chaîne de télévision turque. Et il a réaffirmé qu'il pensait que tout serait résolu rapidement, parce que la police savait déjà qui avait fait ça. Alors le journaliste commente « Si vous savez qui c'était, dites-le nous », et il répond « Tant que l'affaire est en cours d'enquête, je préfère ne pas m'engager ». Malgré l'espoir de tous, au fil des jours, les choses semblaient ne pas avancer. Le message qui a été envoyé à Engin Temel, selon la police, n'a jamais pu être identifié quant à son origine. Les images de la caméra devant l'immeuble, qui étaient très importantes pour l'enquête, étaient de très mauvaise qualité, même si elles ont été diffusées dans les médias. Personne n'a pu confirmer l'identité des criminels, selon les informations, même après le témoignage de centaines de personnes, car, rappelons-le, Engin Temel connaissait beaucoup de monde. Et en arrivant à un total de 22 suspects, la police affirme ne pas avoir réussi à recueillir d'indices ou de preuves pertinentes qui pourraient mettre un quelconque suspect derrière les barreaux. Les mois ont passé, l'affaire s'est refroidie, jusqu'à ce qu'elle soit officiellement classée sans suite, faute de preuves, restant inactive pendant plus de 10 ans.
Mais en 2019, deux nouveaux indices sont arrivés au département de police, ce qui a conduit à la réouverture de l'affaire. Alors que l'affaire se refroidissait, et bien avant qu'elle ne soit rouverte, certaines théories ont commencé à circuler, même si certaines d'entre elles sont un peu contradictoires. La première théorie concerne la petite amie d'Anguin. Vous vous souvenez qu'il était très séducteur et sortait avec beaucoup de monde. Selon certaines sources, cette fille était très jalouse, et il semble qu'il ne voulait plus rester avec elle, il voulait mettre fin à la relation. Et selon cette théorie, elle soupçonnait ou savait cela, et c'est pourquoi elle serait responsable d'avoir engagé les deux hommes pour ôter la vie d'Anguin. Les amis qui étaient avec elle le jour du crime, ainsi que les voisins qui sont arrivés, rapportent qu'elle était complètement désespérée. Mais cela ne veut pas dire grand-chose, car si elle était vraiment la responsable, tout pourrait être une mise en scène. La deuxième théorie implique le trafic de stupéfiants. Certains pensent qu'Angin Themel vendait de la drogue et qu'une transaction a mal tourné lors de la livraison. Soit il y a eu un très grand retard ou quelque chose comme ça. Du fait que la drogue n'est pas arrivée à destination, ayant été interceptée lors d'une opération policière précédente, Angin a fini par être exécuté. Peut-être que c'était l'une des personnes impliquées et qui n'était pas d'accord avec l'exécution, qui aurait envoyé le message à l'époque de l'enquête. La police a révélé qu'avant le crime, Angin Themel avait reçu une grosse somme d'argent sur son compte bancaire, et que cet argent aurait été déposé par un homme d'affaires très riche d'Istanbul. En dehors de cela, la police a également révélé que, sur son ordinateur, il y avait une liste de plus de 100 noms de femmes, dont certaines célèbres. Face à ces informations, vient alors la troisième théorie, qui est un peu liée à la quatrième. Angin Themel avait cette liste de femmes qui, soit dit en passant, étaient très belles, parce qu'ils pourraient être impliqués dans le commerce d'escortes de luxe. Ce ne sont pas des prostituées, ces femmes de luxe qui vendent leur corps pour de l'argent, elles seraient pas simplement des accompagnatrices. Pour des hommes de la haute société qui doivent aller à une réunion, un rendez-vous ou un voyage d'affaires et qui veulent simplement bien paraître sur la photo. Cependant, aussi bien les prostituées que les accompagnatrices de luxe sont des marchés interdits en Turquie, et si quelqu'un est surpris en train de faire du commerce, il ira en prison. Alors, selon la théorie numéro 3, ils pensent que la famille de l'une de ces femmes aurait engagé des criminels pour ôter la vie à Angin Themel, au nom de l'honneur, en essayant de mettre fin au commerce une bonne fois pour toutes. Normalement, les victimes de crimes d'honneur sont les femmes elles-mêmes, lorsque, selon la famille, leur réputation est déjà entachée. Mais l'exécution d'Angin Themel pourrait avoir été une mesure préventive. Une famille aurait découvert la vérité avant que la bombe n'explose, et il a fini par être éliminé, pour que le commerce ne continue pas. Quant à théorie numéro 4, qui rejoint un peu la troisième, elle est un peu étrange, mais je la porte ici parce qu'elle a beaucoup fait parler d'elle. Cet argent déposé sur le compte d'Anguin par un homme d'affaires très riche pourrait être un extra. Pour que l'une de ses accompagnatrices de luxe soit une dame de compagnie le temps d'une nuit. Si c'était le cas, Angin Themel aurait, d'une manière ou d'une autre, enregistré la rencontre de la femme avec l'homme d'affaires et l'aurait fait chanter, extorquant ainsi de l'argent à ce dernier. Qu'il s'agisse de trafic de drogue ou non, d'accompagnatrices de luxe ou non, de dames de compagnie ou non, la police savait qui avait déposé l'argent, et l'argent est venu en premier. Il ne s'agissait que d'un investissement pour l'une des fêtes qu'Angin Themel organisait. La liste de noms de 100 femmes pourrait aussi n'être qu'une liste d'invités pour une fête qu'il organiserait en boîte de nuit. Les fêtes qu'Angin Themel organisait étaient avant toujours parmi les plus branchées d'Istanbul. Des gens très riches et célèbres y assistaient, et on sait que dans ce genre de fête, l'organisateur peut inviter de belles femmes. Pourquoi ? Beaucoup d'hommes, souvent riches, viennent. Cependant, certaines de ces théories impliquant cet argent peuvent avoir du sens, si l'on considère que si l'une de ces théories est vraiment vraie, cet homme riche pourrait avoir investi encore plus d'argent, en achetant la police pour ne pas être arrêté, et toute l'affaire serait étouffée.
Nous avons quand même la 5e théorie, qui a un certain sens et à mon avis est celle qui pourrait le plus se rapprocher de la réalité. Tu te rappelles que j'ai dit qu'Angin Temel était lié à la boîte de nuit Andon-Bar. Il a été prouvé qu'un peu avant que le crime ne se produise, l'un des associés voulait qu'il quitte la société et vende sa part aux autres. Ils avaient eu une réunion à propos de cette vente, mais Angin Temel n'était pas d'accord, disant que le montant proposé n'était pas juste. Surtout parce que l'intérêt principal dans la négociation venait de l'acheteur, pas de lui, qui à ce moment-là était presque obligé de vendre. Donc, ne trouvant pas la proposition juste, il a refusé. Certains pensent qu'à cause de ce problème, l'un des associés aurait pu engager les criminels pour lui ôter la vie. Et on sait qu'au final, la part d'un gain a fini par être légalement achetée par les autres associés, avec la somme officiellement versée à la famille. Bien que ce soit dans les 5 théories les plus discutées, il en existe d'autres qui n'ont pas beaucoup de sens, mais toutes ont été prises en compte lorsque l'affaire a été rouverte. Presque 10 ans plus tard, après l'apparition de 2 nouveaux indices, en 2019, 11 ans après le crime, l'affaire a été rouverte parce qu'un commissariat local a reçu 2 lettres de 2 détenus d'une prison d'Istanbul. C'était pour des lettres différentes, mais elles contenaient les mêmes détails sur le crime. De plus, ces 2 détenus ont donné les noms des personnes impliquées dans l'exécution. La police est allée interroger les personnes mentionnées dans les lettres et a également commencé à réanalyser tous les dossiers de l'affaire à nouveau. Mais au final, des mois après la réouverture de l'affaire, la police a annoncé que, malheureusement, le crime restait toujours non résolu. Parce qu'ils n'ont pas réussi à identifier avec des preuves les 2 criminels qui ont commis le crime, ni à déterminer s'il était possible qu'ils aient agi sur ordre de quelqu'un. Ils sont même allés jusqu'à dire quelque chose comme « À moins que les responsables eux-mêmes viennent envers nous et avouent le crime, nous ne pouvons rien faire ». Avec cela, une 6e théorie est apparue, qui pour moi a aussi un certain sens et qui, si elle s'avère vraie, est vraiment déchirante. Vous vous souvenez que j'ai dit que, selon certaines sources, Nguyen sortait avec des hommes et des femmes, étant donc une personne bisexuelle. Il paraît aussi que la petite amie qu'il avait à l'époque était une femme trans. Cela ferait donc de lui une personne membre de la communauté LGBTQIA+. Et si c'est le cas, l'enquête aurait été délibérément laissée de côté tout ce temps, simplement parce que personne ne s'en soucie. Ils peuvent penser que c'est la faute d'Engin lui-même, simplement parce qu'il fait partie de la communauté LGBT. Et comme c'est encore un tabou pour beaucoup de gens en Turquie, Engin, même en étant la victime, était considéré comme fautif parce qu'il était bi, et puisqu'il était fautif, il a déjà été exécuté. Affaire classée. Si c'est vrai, c'est vraiment très triste. Les parents du jeune homme ont passé des années à maintenir l'affaire dans les médias pour que l'histoire de leur fils ne soit pas oubliée. Après le crime, la mère d'Engin a été hospitalisée plusieurs fois pour soigner sa dépression. Et elle a fini par être écartée de son emploi de banquière parce qu'elle n'arrivait plus à rien faire correctement. Le père est déjà à la retraite, et la dernière nouvelle qu'on a d'eux date de 2022. C'est dans quoi ? Si la police ne sait pas qui sont ces 2 criminels, ou bien elle sait et préfère se taire, sans l'identification des suspects, il n'y a pas d'arrestation, encore moins d'audience de jugement. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les affaires non résolues, mais tout comme vous, les familles des victimes non plus. Et si ce n'est pas nous qui donnons de la volonté et une voix à ces affaires, les victimes pourraient ne jamais obtenir justice. Et pour aggraver toute cette situation, selon une loi en Turquie, après 20 ans, si une affaire n'est pas résolue, elle finit par être prescrite. Ce qui pourrait arriver maintenant, en 2028. Engin était un jeune homme de seulement 24 ans travailleur et qui apparemment ne devait rien à personne. Peu importe quelle théorie pourrait être correcte, les criminels doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Et c'est très douloureux de savoir que, s'il était effectivement membre de la communauté LGBT, il y a encore des gens qui applaudissent les criminels. Laquelle de ces théories trouves-tu la plus plausible ou aurais-tu une autre théorie ?
Laisse ton avis ici dans les commentaires et on se retrouve donc pour la prochaine affaire. À bientôt.